Bonjour et bienvenue dans le numéro 36 de l'hebdo de The Rivage Package. On vient de rentrer de Vichy, mais en attendant, toutes les nouveautés de la semaine, elles sont arrivées dans l'entrepôt, donc on démarre tout de suite. Et on démarre avec Rushout. Rushout, c'est le dernier jeu de Thomas Dupont. Thomas Dupont, c'est le petit auteur qui monte en ce moment. On lui doit Dunaya, on lui doit Codex Naturalis, et encore plus récemment, on lui doit Cartaventura, la série dont le 3e tome arrive bientôt. Ici, avec Rushout, il nous fait un jeu en temps réel où tous les joueurs vont jouer absolument en même temps. Et c'est un jeu à tous contre un, puisque un joueur joue le terrible sorcier qui ne veut pas que les aventuriers prennent ses trésors, et donc il va chercher à défendre ses trésors. Et les autres joueurs jouent les aventuriers qui vont chercher à piller le donjon et à récupérer tous les trésors du sorcier. Comment ça se passe? Les joueurs jettent les dés et essayent de remplir des cartes pour récupérer les trésors, pendant que le sorcier, lui, va jeter également les dés pour essayer de faire des sorts qui vont récupérer des trésors aux aventuriers, faire avancer le dragon, les perturber de plein de façons différentes. Le sorcier gagne si le dragon détruit tous les aventuriers gagnent s'ils ont tous les trésors du donjon. C'est Rushout. Et on continue avec Tsunami Island. Tsunami Island, c'est une ambiance très proche de Battle Royale, Hunger Games ou encore Fortnite. Voilà, vous êtes sur une île, vous êtes des héros qui ont été parachutés là-dessus et seul un peut survivre. Donc vous allez devoir courir dans toute l'île, récupérer des armes et massacrer vos adversaires. C'est un jeu asymétrique puisque chaque héros a ses capacités particulières. Et c'est un jeu évidemment où les joueurs vont être éliminés au fur et à mesure. C'est un jeu assez rapide, 30 à 40 minutes, donc vous pouvez refaire des parties si vous avez été éliminé un peu trop vite. C'est Tsunami Island. Et on continue avec Deadlies. Le thème de Deadlies, ce sont les 7 péchés capitaux, mais ne vous y trompez pas, c'est quand même un jeu extrêmement familial où le thème est traité avec beaucoup d'humour. L'objectif du jeu, c'est de se défausser de toutes ces cartes. Dans ce cas-là, on va reprocher une première fois, puis une deuxième fois, et quand on a vidé sa main une troisième fois, on a gagné. Le jeu est plein de coups forés, puisqu'il y a des cartes qui vont obliger les autres joueurs à repiocher des cartes ou à échanger sa main avec soi. Il y a même une petite composante de bluff puisque certaines cartes vous obligent à rentrer dans une espèce de duel avec un autre joueur sur certains péchés. Un jeu vraiment à l'ambiance familiale, pourtant plein de coups fourrés et de choses trappes qu'on peut mettre sous les pieds des autres joueurs. C'est dans la gamme Mini Games de Yellow, c'est Deadlies. Et on continue avec Witchstone. Witchstone, c'est un jeu de Martino Cacciera et de Reiner Knizia. Alors, Reiner Knizia, si vous suivez l'hebdo, vous savez que je dis son nom à peu près toutes les 2 semaines parce qu'il fait énormément de jeux. Ici, c'est surtout un jeu de Cacciera qui est allé chercher une des mécaniques de Reiner Knizia qui était dans Genial, qui est cette mécanique de pose de tuiles qui est vraiment géniale sur le coup. Et du coup, il a demandé à Reiner Knizia s'il pouvait réutiliser cette mécanique et ils ont abouti ensemble à ce résultat qui est Witchstone. Donc, évidemment, un jeu de pose de domino avec ce système où chaque domino qu'on pose va agrandir 2 zones et en espérant d'avoir donc les zones les plus grandes possibles avec cette difficulté de pose. Évidemment, plus les zones qu'on crée sont grandes et plus on va pouvoir collecter de ressources. Et évidemment, le plus de ressources on a et au mieux on se porte. Mais également, si on arrive à aller assez loin, on va avoir plein d'actions possibles à faire. Donc, un effet domino pour ce jeu de pose de tuiles, c'est Witchstone. Et on continue avec Complot Facile pour briller en société. Le jeu est basé sur le site web, qui est un site parodique un peu à la Gorafi. Et donc il va vous falloir créer des complots parce que évidemment nous sachons qu'on ne nous dit pas tout. Voilà, vous allez tirer des éléments que vous allez devoir enchaîner entre eux. Il y a une mécanique de vote où simplement les joueurs vont voter pour le complot qu'ils préfèrent, qui les a le plus amusés. Un jeu tout simple d'ambiance et d'humour, Complot Facile pour briller en société. Et on continue avec le jeu le plus joli de la semaine. Espresso Doppio, c'est un jeu avec lequel vous allez jouer avec des tasses à café. Et sur le coup, c'est des tasses vraiment en céramique. Vous pouvez boire le café dedans si ça vous fait plaisir après la partie. C'est un jeu pour 2 joueurs. Vous allez déplacer la soucoupe, la tasse, la cuillère sur le bateau pour remplir des objectifs. Et donc, une fois que vous avez rempli des objectifs, vous marquez les points. Quand vous avez rempli la moitié de vos objectifs, vous échangez votre main avec votre partenaire de façon à avoir ses autres objectifs à lui. Donc, un jeu d'opposition à 2 joueurs avec un matériel tip top, Espresso Doppio. Et on continue avec Almadi. Almadi, ça vous plonge au milieu des 1001 nuits, puisque vous êtes à la 1001e nuit et que Scheherazade a conquis complètement son sultan, qui va vouloir lui offrir un immense palais, et les joueurs vont être les artisans de ce palais. Donc le plus beau palais sera celui de Scheherazade, et du coup vous allez vous faire gagner la partie. Comment ça se passe? Vous avez 4 lignes à votre palais, et vous avez 4 rivières qui vont vous servir à compléter ces lignes. Évidemment, si vous prenez sur la première rivière, vous devez mettre cette tuile sur la première ligne, deuxième rivière, deuxième ligne, et etc. Sachant que quand vous posez la tuile dans votre palais, vous allez soit pouvoir activer les tuiles qui sont autour si votre tuile comprend une flèche qui pointe vers elle, ou au contraire, vous mettez en place un bonus pour les prochaines tuiles. Un jeu assez familial, assez malin. À noter, pour ceux qui veulent un jeu un peu plus complexe, il y a également un module personnage qui donc peut s'ajouter au jeu de base et qui rend la partie plus tactique.
c'est Almadi. Et on continue avec Enigma, qui s'appelait Decipher dans sa version originale. Le principe d'Enigma, c'est un twist du pendu. Le pendu, ce fameux jeu de mots que tout le monde connaît. Ici, vous allez jouer non pas sur les lettres elles-mêmes, mais sur la partie qui les compose. C'est-à-dire que par exemple, un U, c'est 2 traits et un demi-cercle, alors qu'un J, c'est un grand trait et ce demi-cercle. Comment ça se passe? Il y a un joueur qui va coder un mot, et les autres joueurs vont essayer de trouver ce mot en compétition. Le codeur va donner une partie de la lettre, mais mettons un trait, et les autres joueurs vont devoir essayer de trouver quelle est la lettre qui correspond. Donc évidemment, au début, c'est un peu compliqué, mais petit à petit, ça va se simplifier. Et les joueurs gagnent quand ils placent les composantes au bon endroit, et s'ils se trompent, c'est le codeur qui marque un point. Comme chaque joueur va jouer le codeur une fois, le jeu est équilibré, ça s'appelle Enigma. Et on continue avec Legacy, Quest for a Family Treasure. Là, on est complètement dans un escape game, ou plutôt dans un jeu d'enquête, puisque le temps est absolument illimité. D'ailleurs, si vous voulez choisir votre escape game, n'hésitez pas, on a une vidéo spécialisée pour ça. On mettra le lien dans la description de cette vidéo. Ici, donc, un temps illimité, vous avez 2 scénarios dans la boîte, chaque scénario faisant entre 1h30 et 2 heures pour la résoudre. L'histoire commence à Paris en 1889, donc vous allez suivre le fil de votre héritage. Et puis ça redémarre pour un second scénario en Grèce de nos jours. Il y a pas mal de matériel dans cette boîte, sans vouloir tout spoiler. Je sais qu'il y a une petite lumière, il y a une tour Eiffel en métal, bref, plein de choses qui vont vous permettre d'avancer dans votre enquête. C'est Legacy, la quête d'un trésor familial. Et on continue avec un jeu d'ambiance et d'improvisation, c'est le film qui valait 3 milliards. Comment ça se passe? 2 ou 3 équipes sont formées, donc il faut déjà être un bon groupe. C'est plutôt un jeu pour soirée où vous êtes assez nombreux. Mettons entre 7 et 10. Un joueur va jouer le juge suprême qui est le producteur qui va choisir si oui ou non le film va être produit. Et les 3 équipes ou les 2 équipes jouent le rôle d'équipes qui vont pitcher des scènes de film en donnant envie au producteur de les choisir. Dans les équipes de scénaristes, chacun a son rôle. Il y a le scénariste principal qui va décrire la scène qui va avoir lieu dans le film, mais il y a également un bruiteur qui va assurer l'ensemble des bruitages, un dialoguiste qui va devoir imaginer des punchlines qui vont. Le jeu vous aide beaucoup à créer vos scènes puisqu'il y a à la fois un générateur de personnages qui va créer des personnages que vous allez devoir impliquer dans vos scènes, mais également des questions, et le producteur va vous poser 2 questions obligatoires auxquelles il va falloir répondre pendant votre scène. Donc voilà, vraiment une aide à passer des bonnes soirées. À noter que le producteur, il a un objectif, et donc plus vous donnez au producteur ce qu'il veut. Il peut y avoir des producteurs qui sont obsédés et qui veulent absolument des jeunes filles à maillot, ou des producteurs qui au contraire veulent des héros fringants ou des anti-héros. Bref, ça va vous faire des films extrêmement différents d'une fois sur l'autre, avec des thèmes aussi différents d'une fois sur l'autre. C'est le film qui valait 3 milliards. Et on continue avec Jouets à Gogo. Si vous avez toujours rêvé d'avoir votre propre magasin de jouets, Jouets à Gogo, il est pour vous. Ça se joue à partir de 6 ans, et c'est un jeu où vous allez collectionner les différents jouets par famille. En fait, chaque joueur à son tour va aller prendre une carte au milieu pour la poser dans son magasin de jouets, en essayant de faire la plus grande zone possible de jouets du même type. C'est-à-dire qu'il va y avoir des peluches, il va y avoir des véhicules, il va y avoir des jouets technologiques. Et plus j'arrive à mettre côte à côte, et mieux ça se passe. Et en même temps, il y a une mécanique de majorité, c'est-à-dire celui qui a le plus de jouets différents de tel type, il va également marquer des points. Un jeu assez rapide, entre 15 et 30 minutes à partir de 6 ans, c'est Jouets à Gogo. Et on continue avec Demo Mimo, qui est un jeu éducatif puisqu'il sert à l'apprentissage de la lecture. Et d'ailleurs, les gens d'Abeludis sont très concentrés pour qu'il soit parfaitement en adéquation avec les programmes scolaires. Et le jeu participe au programme Un jeu dans ta classe, donc un jeu adapté aux plus jeunes, dès 6 ans, c'est le programme CPCE1 des Nomimo. Autre jeu d'apprentissage de lecture, c'est décidément la semaine, Soft Moussaillon. Soft Moussaillon, c'est un jeu qui reprend un peu les codes de l'escape game puisque vous avez 30 minutes pour faire un certain nombre de défis. Et l'idée, c'est vraiment des défis qui vont pousser l'enfant à adopter les bons réflexes de lecture avec des mots à chercher dans une grille, mais aussi des rébus, et puis plein d'autres défis qui n'ont rien à voir. Un thème pirate évidemment, parce que les enfants adorent les pirates, c'est Soft Moussaillon. Et on attaque les suites et extensions avec la plus grosse licence de la semaine. Les gens qui me connaissent mon amour inconditionnel pour The Crew. J'en suis à 493 parties, et je suis pas vraiment le seul à aimer ce jeu, puisque le jeu a remporté l'As d'Or, le Kennerspiel, et à peu près tous les prix qu'il pouvait remporter. C'est une espèce de belote coopérative, vraiment... C'est passionnant pour les joueurs de jeux de cartes. Et arrive cette année The Crew, la version sous-marine. Alors qu'est-ce qui change? D'abord, la façon de construire les objectifs a bien changé, avec une difficulté qui est peut-être moins progressive. Voilà, souvent on reproche à The Crew d'avoir des niveaux vraiment faciles au début et vraiment durs à la fin. Ici, on peut vraiment choisir son niveau de difficulté et construire ses missions un peu comme on veut, avec la difficulté qu'on veut. Une difficulté également mieux construite en fonction du nombre de joueurs, puisque ici, voilà, les missions étaient les mêmes
quel que soit le nombre de joueurs. Ici, les missions sont construites avec un niveau de difficulté qui dépend du nombre de joueurs et puis également des missions nouvelles, puisqu'ici c'était souvent des cartes à prendre ou à ne pas prendre. Ici, il y a des nouveaux systèmes qui vous obligent d'aller jusqu'à la fin de la partie, comme par exemple, il faut que tel joueur ait plus de cartes bleues que de cartes jaunes à la fin de la partie. Donc voilà, c'est The Crew et The Crew 2, la nouvelle sortie canon de la semaine. Et on continue avec 2 nouveaux tomes dans la gamme Force the Story. Force the Story, c'est la gamme de Pour l'arène. Ce sont des jeux extrêmement narratifs et absolument pas compétitifs. Le seul principe du jeu, c'est que vous allez créer une histoire et que l'histoire doit être la plus intéressante possible. Dans Rituel, vous allez jouer des sectateurs qui vont devoir accomplir un rituel qui va réussir ou échouer. Et c'est vous qui allez décider si ça réussit ou si ça échoue. Et dans Donjons et Siphons, vous jouez le rôle de gens qui vont nettoyer les toilettes du donjon avec une ambiance un peu à la donjon de Sfar et Trondheim, avec des personnages plutôt humoristiques et voilà, une ambiance beaucoup plus détendue que sur le sombre Rituel. Dans les 2 cas, ça marche exactement comme pour l'arène, c'est-à-dire que vous avez une situation de départ qui est posée, et puis chaque joueur à son tour va retourner une carte avec une question qui lui est posée, et il répond exactement comme il veut, voilà, pour développer cette histoire. Et puis jusqu'à en arriver à un moment où il y a une conclusion, donc il y a une carte conclusion qui est mise selon comment on veut, en haut ou en bas de la pile pour faire une plus ou moins longue histoire. Et quand on arrive à la conclusion, dans ce cas-là, on va voter pour qui va être le représentant syndical des nettoyeurs des toilettes du donjon. Et dans Rituel, on va savoir si on s'oppose ou si on s'oppose pas à Rituel pour savoir s'il va être complété ou pas, avec des fins extrêmement rapides. 2 jeux qui sont pour moi des coups de cœur, j'ai eu la chance de les essayer pendant leur développement via internet à l'époque du confinement. Vraiment l'idée de se créer des histoires, Donjons et Siphons et Rituel. Autre suite, un petit jeu de pli qui s'appelle Claim 2, puisque c'est le 2e tome. A noter que le 2e tome apporte donc 5 nouvelles familles qui permettent de se combiner avec le jeu de base. Donc soit vous pouvez avoir Claim 2 tout seul et jouer avec les 5 familles de Claim 2, soit vous pouvez avoir Claim 1 tout seul, soit vous pouvez combiner Claim 1 et Claim 2 pour plus de rejouabilité. Un jeu exclusivement à 2 joueurs, un jeu de pli, c'est Claim 2. Vous connaissez sûrement déjà Pandémie. Et vous savez peut-être déjà que Matt Leacock nous a fait la gamme Pandémie Zone Rouge, où il a commencé avec l'Amérique du Nord. Il s'est associé cette fois-ci avec Tom Lehmann pour nous faire le Pandémie Zone Rouge Europe. Tom Lehmann, c'est pas exactement un débutant dans le monde du jeu, puisqu'il est l'auteur de notamment Race for the Galaxy et tous les jeux qui ont été déclinés de Race for the Galaxy, mais aussi de Res Arcana. Donc voilà, c'est un auteur qui est quand même bien implanté. Ici, il nous a sorti le Pandémie Zone Rouge Europe, qui est un jeu de 2 à 4, mais quand même plutôt à 2. Voilà, toute la saveur de Pandémie en 30 minutes sur voilà, un temps limité, un plateau limité. Et en plus, vous pouvez combiner le Zone Rouge Europe, qui se joue tout seul, avec le Zone Rouge Amérique du Nord, et avoir un jeu un peu plus complet. Évidemment, comme d'habitude, on vous fera un PK Game Pack à prix promotionnel. C'est Pandemic Zone Rouge Europe qu'on peut combiner avec Pandemic Zone Rouge Amérique du Nord. Vous connaissez peut-être déjà Brainbox. Brainbox, c'est ce jeu de mémoire où vous voyez une carte pendant un temps limité, puis on vous la cache et on vous pose des questions au sujet de cette carte, et à vous de vous avoir mémorisé les éléments de la carte pour y répondre. Ici, la nouvelle boîte de Brainbox, elle est thématisée Harry Potter. Alors évidemment, ça va plaire à tous les fans de cette série. Les Potterheads vont être ravis, c'est le Brainbox de Harry Potter. Encore une nouveauté dans l'univers de Munchkin. Ici, c'est une nouvelle extension pour Munchkin Warhammer. Donc évidemment, dans le monde de Warhammer 40 000. Ici, vous allez avoir 2 nouvelles factions qui vont pouvoir rentrer en jeu dans cet univers. Les Sœurs de Bataille et les Taux. Les Taux, c'est une espèce de grand peuple de diplomates qui ont des guns quand même. Voilà, c'est des diplomates plutôt armés. Donc 112 cartes dans la boîte avec évidemment les factions, mais également des nouveaux monstres et pas mal de choses. Dans cette boîte Munchkin Warhammer 40 000, les flingues de la foi. Et évidemment, comme d'habitude, on vous fait un PK Game Pack avec le jeu de base et l'extension à prix promotionnel. On sent que Noël arrive et il y a plein de cadeaux pour les fans de grosses licences de jeux de société, puisque après The Crew, c'est Root. Voilà une nouvelle extension pour encore rajouter à la rejouabilité de votre jeu Root. Ici, c'est le monde souterrain avec pas mal d'éléments que vous pouvez ou pas rajouter à votre jeu. Des nouvelles factions, des nouvelles automas pour les factions existantes qui vous permettent de jouer contre plusieurs joueurs automatiques ou de varier vos parties, mais également de nouveaux vagabonds, un nouveau deck pour le peuple de la forêt, vraiment énormément de matériel dans ce Root monde souterrain, et comme d'habitude, PK Game Pack avec le Root de base et les mondes souterrains. Un nouveau grand vilain pour Cthulhu Death Medai, Yog-Sothoth. Alors Yog-Sothoth, vous pouvez l'inclure dans n'importe lequel des chapitres de l'histoire. Dans la boîte, il y a la figurine du grand ancien Yog-Sothoth, mais aussi Wilbur Whateley, mais aussi des nouvelles cartes mythes, des cartes serviteurs et des jetons qui vont avec. C'est Yog-Sothoth, l'extension pour Cthulhu Death Medai.
Autre grande extension pour jeux à succès, Smile Life. Ici, nous avons l'extension Girl Power. L'extension Girl Power elle contient 60 nouvelles cartes, dont 30 nouveaux métiers où les salaires des femmes sont équivalents au salaire des hommes, ce qui explique le nom de l'extension Girl Power pour Smile Life. Une extension pour Demeter avec 100 nouvelles feuilles dans la boîte de deux sortes différentes. Donc il y a les feuilles d'automne et les feuilles d'hiver, avec chacune leur propre façon de scorer. La mécanique de base reste celle de Demeter, mais voilà, quelques twists dans les façons de calculer les points finaux et quelques nouvelles mécaniques également. C'est Demeter Autumn and Winter. Et voilà, c'est la fin de ce numéro 36 de l'hebdo des Garage Parkage, un numéro assez chargé comme vous le voyez. Les prochains le seront également. Et restez bien abonnés à la chaîne Parkage parce que bientôt arrive toute une collection d'interviews et de reportages sur ce qu'on a fait à Vichy et les nouveautés qui vont arriver dans les prochaines semaines. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.